Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Voir se multiplier les infrastructures hôtelières pour faire de la Guinée un pôle d'attraction touristique hors norme, c'est l'ambition affichée par le ministre du Tourisme. Lousseni Camara a pu constater de visu l'état d'avancement des travaux de plusieurs chantiers hôteliers de la place. Les échos, c'est dans cette édition. L'EDG pour une gestion participative du courant électrique, la Guinéenne de l'électricité entend ainsi impliquer dans cette dynamique les chefs de quartier et chefs secteurs de la capitale, d'où la tenue ce vendredi d'une réunion préparatoire placée sous l'égide du gouverneur de Conakry. Explication dans ce journal. Et puis Koubia, dernière étape de la tournée en Moine-Guinée de la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger, Rougui-Bari, y a plaidé pour la réconciliation nationale et le développement intégré des zones rurales. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, politique pour commencer cette édition. Au lendemain de la marche de l'opposition républicaine, les réactions ne se sont pas fait attendre. L'opposition reste toujours déterminée à se faire entendre. La mouvance présidentielle, elle, plaide pour la poursuite du dialogue, mais le moins qu'on puisse dire est que les deux partis se rejettent la responsabilité des tensions dans le pays. Ibrahima Souriari en Sané. La marche dite pacifique de l'opposition républicaine sur l'autoroute Fidel Castro n'a pas été une réussite comme prévu par les organisateurs. La manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre pour cause l'itinéraire autorisé par le gouvernement n'a pas été respecté, un argument rejeté par l'opposition. Si l'opposition doit faire une marche, on fait un minimum de 10 jusqu'à 2 semaines de bataille médiatique pour informer les militants à la base sur l'itinéraire de la marche. C'est à la dernière minute que le gouvernement prend la décision de nous faire changer d'itinéraire pour une raison que nous ne savons pas. Et je ne pense pas que cela puisse être une raison aussi fondée pour empêcher la marche. Je ne pense pas. La mobilisation était de taille pour ceux qui étaient sur le terrain. C'est vraiment regrettable. Nous ne comprenons pas quelle est la consigne reçue par ces forces de l'ordre. Moi, je ne parle pas parce que je suis issu d'un parti de l'opposition, mais je parle par rapport à la dégradation de nos acquis démocratiques que nous avons obtenus au prix de la vie quand même de certains jeunes Guinéens. Pour l'AI Junior Condé, membre du RPG Arc-en-Ciel, l'opposition doit revoir sa stratégie et accepter de revenir sur la table du dialogue. Il qualifie la marche du jeudi de valeur de test référendaire. L'apocalypse promise n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'opposition qui se résume à l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza d'ailleurs n'a pas suivi et je demande à nos frères de l'opposition de retrouver le chemin rapide de la table de concertation parce que pour nous, ceux qui ont répondu à l'appel sur l'étendue du territoire sont les militants de l'opposition et ceux qui n'ont pas bougé sur l'étendue du territoire sont ceux-là qui veulent aller aux élections législatives. Pour l'heure, la date des élections législatives reste maintenue au 30 juin prochain. Et si cette date est respectée, elle met fin à la transition politique et donne la chance au pays de recevoir des investissements étrangers pour le bonheur de tous. Reportage signé Ibrahima Souriari en Sané. Toujours dans le registre des réactions, les appels au calme ne font pas défaut. Le secrétaire général de l'UDG appelle l'opposition à la retenue. Pour lui, la fixation de la date ne met pas fin au dialogue. On écoute Soriba Sorel Camara au micro d'Ibrahima Souriari en Sané. Les Guinéens doivent tous accepter de mettre la balle à terre. Le professeur Alpha Condé est un président qui est derrière le peuple, par le peuple et pour le peuple. La majorité des populations guinéennes ont réclamé les élections. Et de nos jours, le décret est pris. Ce n'est pas en disant qu'on a pris un décret pour 70 jours d'intervalle que le processus du dialogue a arrêté. Pourquoi j'interpelle les leaders politiques, la classe politique, à éviter des temps qui courent de mettre le peuple dans la rue. Parce qu'on n'a pas les moyens de maîtriser les voyous qui s'imputent. On n'a pas le moyen de maîtriser la route qu'on définit. Et très souvent, c'est catastrophique. Je pense que la négociation doit continuer. Le médiateur international est venu à la demande de toutes les parties, surtout de l'opposition. Je suis convaincu que ceux-là n'ont aucune appartenance, aucune affiliation au gouvernement pour ne pas gérer les choses parce qu'ils ont l'expérience au bénéfice de la paix et de l'unité nationale.
Voilà pour les réactions. Et comme souvent, cette manifestation n'a pas été sans conséquences, notamment pour les hommes de médias, appareils endommagés ou extorqués, agressions physiques de journalistes, véhicules et locaux de certains médias caillassés. La presse a été incontestablement une victime collatérale d'une marche qui se voulait pourtant pacifique. De quoi relancer le débat sur la protection des journalistes. Et là, Jouma Abari. Les victimes collatérales de la manifestation du 18 avril, les hommes de médias ont été pris en partie pour certains et molestés pour d'autres. Caméras endommagées ou retirées, véhicules de reportage et locaux caillassés, les médias n'ont pas échappé à la dure épreuve d'une manifestation qui se voulait pourtant pacifique. Un risque pour les journalistes qui ont pour autant pour mission d'informer, parfois même au péril de leur vie. Quand ils m'ont intercepté, je me suis présenté, j'ai décliné mon identité. Je leur ai dit que je suis journaliste, je suis là dans le cadre d'un travail, donc de me laisser faire mon travail. Nous sommes tous là en train de faire le boulot comme ça se doit. Immédiatement, il y a un d'entre eux qui a scandé que c'est des menteurs, c'est des bâtards, c'est des journalistes manipulés. Ils appartiennent à l'opposition, ils racontent du n'importe quoi. Nous, on les connaît, donc on va pas se laisser faire. Donc il m'a rouillé de coups. Et immédiatement, ce qui m'a sauvé, ça a coïncidé à la descente des manifestants. Donc cela les a dissuadés un peu. C'est en ce moment que j'ai pris la fuite. Quand on sait que s'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de journalistes sur le terrain, c'est comme si l'État n'existait pas. Il n'y a pas de démocratie sans qu'il n'y ait une presse. Des actes qui relancent la problématique de la sécurité des hommes de médias lors des manifestations politiques, d'où la nécessité de prendre des mesures de protection pour les journalistes dans l'exercice de leur métier. On demande à l'État de prodiguer des conseils ou d'inculquer dans l'esprit des policiers, des gendarmes ou tout moins des hommes en uniforme que les journalistes sont en train de faire leur activité, sont en train de faire leur métier. L'État doit revoir cette copie-là, essayer de nous aider, nous autres journalistes, car nous sommes vraiment en danger. Il faudrait que le gouvernement joue un rôle important dans ce cadre pour qu'on puisse retrouver notre liberté afin que nous puissions exercer ce métier dans les règles de l'art. Étant le quatrième pouvoir dans le monde, les médias sont libres pourvu que l'éthique et la déontologie soient respectées. À en croire ce médecin qui a reçu certains journalistes blessés dans son centre, s'attaquer aux hommes de médias est inadmissible. J'ai eu effectivement 2 blessés en fin de matinée hier. Le premier dit avoir reçu un caillou au niveau du front à gauche et effectivement c'était assez profond. Deuxième blessé est arrivé tard et il se trouve justement que c'est l'une de vos consoeurs qui travaille à la RTG. Toutes les violences sont choquantes, mais les violences faites aux journalistes, elles sont révoltantes. Elles ne sont pas choquantes, elles sont révoltantes. Parce que c'est quand même les journalistes qui sont censés, en faisant leur métier, informer l'ensemble de la population de ce qui arrive. Et c'est extrêmement important. Si un journaliste est objectif, il doit être vraiment respecté. Les vitres de certaines rédactions, comme celle de la Radio Planète FM, ont été brisées par le jet de gaz lacrymogène. En témoignent des étuis de gaz dans la cour de cette station de radio. Une situation qui en dit long sur les risques qu'encourent les médias en cas de remous sociopolitiques dans le pays. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure à propos de cette manifestation et de ses conséquences. Dans l'actualité également, le ministre du Tourisme, je vous le disais en titre, a fait ce vendredi le tour de certains chantiers hôteliers de la place. À l'issue de sa tournée, Lousseni Camara s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et a demandé aux différentes entreprises de mettre les bouchées doubles. La démarche intervient quasiment un mois après sa participation au dernier salon du tourisme en France. Alpha Ouma Abari était sur ses pas. Voici son reportage. Cette énième tournée du ministre du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat a commencé par le Millennium Hotel à l'Andria de la commune de Dixine. Cet hôtel de 5 étoiles qui sort de terre petit à petit comporte 60 chambres dont 18 pour un délai d'exécution de 12 mois. À ce stade, les travaux sont exécutés à hauteur de 60%. Du Millennium Hotel, cap sur l'hôtel Palma Camaïna, un hôtel de 5 étoiles également qui passe désormais de 96 chambres à 123 avec 4 grandes suites et dont les travaux sont avancés à plus de 90%.
10%. De Kamayen, direction le Chêne Hôtel, un hôtel de 4 étoiles avec 180 chambres et suites, 2 restaurants plus un pool bar et un court de tennis. À l'hôtel Niger, 4 étoiles aussi avec 194 chambres, les travaux sont exécutés à 10% avec un retard d'1 mois. L'hôtel Golden n'est pas resté en marge de cette visite. D'ailleurs, Lunseni Camara a été émerveillé par la qualité de l'accueil et le confort purement artisanal. Tout à fait le contraire à l'hôtel Kaloum, dont les travaux traînent des pieds. Au Petit Batou, le ministre a bouclé sa tournée. Il s'est dit satisfait de l'exécution du niveau d'avancement des travaux de construction. Donc aujourd'hui, nous sommes plus satisfaits que la dernière fois parce que sur l'ensemble des projets visités, il n'y a qu'un qui soit en retard par rapport à son planning d'exécution et qui est dû au manque d'équipements appropriés. Par ailleurs, Lunseni Camara a exhorté les Guinéens à s'intéresser au tourisme, véritable facteur de croissance selon lui. Le tourisme ne concerne pas que ceux qui viennent uniquement de l'extérieur, mais aussi ceux qui se déplacent de Conakry pour Koundara, pour aller voir le parc Nyokobaya, ceux qui se déplacent de Zérikouré pour Conakry, pour venir voir la plage de Sobané, ceux ou de Bel Air, ou ceux qui veulent découvrir la culture de leur pays, pour aller découvrir le chemin de l'esclave de Bofa aux Fortaines de Bokeh. Tout ceci, c'est du tourisme. Un secteur, s'il est bien structuré et bien accompagné, peut constituer un véritable moteur de croissance. Et oui, le secteur hôtelier guinéen qui semble faire peau neuve. Tout autre chose maintenant, la validation de la feuille de route nationale et l'adoption des normes de compression et de diffusion pour la transition de l'analogique vers le numérique au centre d'un séminaire qui s'est ouvert ce vendredi à Conakry. La rencontre fait partie d'un processus qui devrait permettre à la Guinée d'être au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la présidente du CNC qui a présidé l'ouverture des travaux, compte rendu Fanta Conté. Avec l'évolution technologique du parc télévisuel et la mondialisation, le passage de l'analogie vers le numérique s'impose aujourd'hui comme une nécessité aux pays en voie de développement. C'est justement pour faciliter la mise en œuvre de ce processus de transition que s'est tenu ce présent séminaire qui a regroupé tous les acteurs intervenants dans ce domaine. La rencontre portait sur la validation de la feuille de route nationale. Il était également question de l'adoption des normes de compression et de diffusion pour la transition de radiodiffusion télévision analogique vers le numérique. Ce projet du passage au numérique s'intègre dans un mouvement mondial, mais ça implique des choix de souveraineté nationale. Et c'est cet exercice ce matin qui va permettre à la Guinée de tracer son périmètre, car il faut faire des choix en matière de télévision, de télécommunication, de réduction des inégalités sociales et de la fracture numérique. Ce document a été élaboré par une commission mise en place par décret présidentiel. Elle avait pour tâche de proposer au gouvernement une stratégie nationale qui intègre l'ensemble des volets économiques, financiers et techniques qui faciliteront la mise en œuvre du processus. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la validation d'un projet de feuille de route. Ça veut dire qu'un travail avait été fait en amont. La rédaction de ce projet de feuille de route, il y a eu un travail de recensement des informations en Guinée, la description de l'état des lieux et de propositions. C'est là que je salue les efforts déployés par l'expert que vous avez suivi ce matin. Moi, je pense que nous avons l'ensemble des conditions réunies aujourd'hui pour effectivement suivre le rythme de cette migration et respecter l'échéance fixée par l'Union internationale des télécommunications. Juin 2015 est la date butoir de la migration pour plusieurs pays du monde. L'arrêt de la télévision analogique permettra de libérer des fréquences radio très convoitées par l'industrie des télécommunications. Un processus qui sera facile avec la mise en service de la fibre optique en Guinée.
Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. L'EDG opte pour une gestion participative dans la fourniture du courant électrique à Conakry. La Guinéenne de l'électricité se propose d'installer dans les 5 communes de la capitale des comités de suivi pour protéger ces installations. Ce vendredi s'est tenue dans ce sens une première réunion préparatoire entre les responsables de l'EDG et les chefs de quartier et chefs secteurs. Elle était placée sous l'égide du gouverneur de la ville de Conakry. Reportage Mamadi Kamisoko. Depuis quelque temps maintenant, de fortes perturbations sont enregistrées dans la desserte du courant électrique à Conakry. Un désagrément collé aux pannes sur certains réseaux de distribution. La situation est violemment contestée dans les quartiers de Conakry. Des pneus brûlés sur la chaussée, des installations électriques vandalisées sont entre autres spectacles vécus. D'où la nécessité pour la Guinéenne d'électricité de créer un partenariat avec les quartiers de Conakry. Ce partenariat que nous voulons, c'est de façon décentralisée. C'est-à-dire, quand on va mettre en place un comité de suivi qui va remonter l'information à la direction générale de l'EDG, cette information va permettre de prendre des dispositions. C'est de ça qu'il s'agit. Le comité de suivi qui est censé voir le jour comprendra 5 membres par quartier. Sa principale mission sera de recueillir des informations sur les problèmes rencontrés dans les quartiers en vue d'une intervention rapide des agents de l'EDG, une démarche approuvée par les chefs de quartier et chefs secteurs. On devait commencer par ça. Les chefs de quartier doivent être impliqués du début à la fin de tous les processus d'électrification de la Guinée en général. Dans la mesure où c'est les chefs de quartier qui sont en contact direct avec la population. Dès qu'il y a des petits problèmes dans les quartiers, on revient voir carrément les chefs de quartier. Si les chefs de quartier n'ont pas d'éléments d'information à donner à la population risque de se retrouver dans la rue. Mais si les chefs de quartier sont informés, largement informés à temps, à notre tour, on peut informer la population et les sensibiliser. En présidant cette réunion préparatoire mais capitale aux yeux des participants, le gouverneur de Conakry insiste sur la responsabilité des dirigeants à la base. S'il y a une panne dans un quartier, il faut que le chef de quartier, dès que l'équipe est là, informer où est le chef de quartier et préparer, si c'est possible, vous informer aussi lors de mission pour éviter ce quartier de picoler. N'abandonnez pas vos quartiers, restez à côté. L'équipe qui est là pour préparer cette différente panne. Pour vous rassurer, à partir d'aujourd'hui, ça rentre immédiatement en application. Il faut que vous veillez sur l'installation de l'EDG. Ça appartient à l'État. Ça appartient à nous tous. On est là pour l'État. Les différentes parties comptent se retrouver mardi prochain pour le reste des activités. Autre aspect marquant de l'actualité, un expert de la commission informatique de la CEDEAO est en Guinée depuis 3 jours. Ibrahim Sofo est venu dans le cadre de l'installation du matériel offert à l'agence guinéenne de presse par la commission communication de l'organisation sous-régionale. Plus de précisions dans ce compte rendu signé Malik Diakité. Dans son programme de renforcement des capacités des agences de presse, la commission communication de la CEDEAO avait offert un lot de matériel informatique à l'agence guinéenne de presse. C'est pour la mise en œuvre de ce matériel que l'ingénieur en informatique est en Guinée. Si vous essayez de regarder d'une manière générale toutes les structures administratives, les structures de l'État sont en train d'être computarisées, je vais dire informatisé. Donc le réseau informatique ici à l'AGP permettra le partage des informations au niveau de différentes directions. Donc ça va faciliter le travail, ça va augmenter la sécurité et la productivité. Ces nouvelles installations permettront de remédier à certaines des nombreuses difficultés de l'agence guinéenne de presse. L'AGP a besoin d'adapter ses capacités et aux nouvelles technologies de l'information et à la société d'information au plan national, africain et international, à travers la diffusion de contenus multimédia de ces informations aux organes de presse. Avec l'inclusion, comme je le disais, d'une presse audiovisuelle multiple, l'AGP a des difficultés, les difficultés d'équipement, les difficultés de formation, parce qu'il faut que l'agence s'adapte au nouvel environnement politico-médiatique du pays. L'agence guinéenne de presse AGP a plus que jamais besoin de l'assistance des autorités du pays pour pouvoir répondre à ces nombreux objectifs, parmi lesquels l'accessibilité de l'information à tous.
Volet santé de cette édition, l'allaitement maternel, c'est nourrir son enfant à partir de son lait. Un allaitement exclusif fait dans les normes procure assez d'avantages pour le bébé, mais de nos jours, de nombreuses femmes, notamment celles qui viennent d'avoir leur premier enfant, rencontrent d'énormes problèmes dans l'allaitement. L'allaitement et ses contraintes, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Adira Toba. Le lait maternel contient tous les éléments nutritifs dont le bébé a besoin de la naissance jusqu'à 6 mois, surtout l'anti-infectieux qui protège l'enfant. Un anti-infectieux de couleur jaunâtre appelé colostrum qui permet aussi de laxer l'enfant après sa naissance. L'allaitement maternel exclusif au cours des 6 premiers mois est extrêmement important pour le bébé et sa famille et au-delà des 6 mois, continue à donner le sein tout en insérant des aliments complémentaires, nous explique ce nutritionniste. Il faut que nos sœurs acceptent de continuer l'allaitement jusqu'à 24 mois. Parce que ça permet à l'enfant d'éviter l'apparition des malnutritions. La mise précoce au sein permet à la maman d'avoir moins d'hémorragie postpartum. Créer l'amour entre la maman et l'enfant. Il est disponible à tout temps. Et cette disponibilité confère une économie de temps et en argent. L'enfant sera moins malade qu'un enfant qui fait l'allaitement artificiel. Il va avoir beaucoup d'épisodes de diarrhée parce qu'il est plus fragile, il n'est pas immunisé contre la plupart de ces maladies. Et encore, même les conditions de travail, de préparation de ces aliments, ce ne sont pas souvent vraiment très adéquates. Et alors, ceci fait que l'enfant peut attraper d'autres germes. De nos jours, assez de femmes, notamment celles qui viennent d'avoir leur premier geste, n'arrivent pas à allaiter leur bébé. Je suis venue pour l'observation de ma fille chez le pédiatre et on m'a dit qu'elle est en manque d'alimentation. Ma fille n'a pas encore 1 semaine. Donc comme c'est la première fois, je ne sais pas. Le lait est venu tard, non seulement, et puis elle ne prenait pas bien aussi. Elle passait tout son temps à dormir. Aujourd'hui, c'est mon 5e jour d'accouchement. Donc la position me fatiguait, j'ai mal au dos. Depuis qu'on est là, elle a beaucoup pris. Et moi-même, il y a des positions qu'on m'a apprises ici. Je me sens bien, je suis à l'aise en train d'allaiter ma fille. Les plaintes les plus fréquentes des femmes sont la rareté de lait dans leur sein, le manque de mamelons ou encore le refus de bébé de téter. Des problèmes que les spécialistes en allaitement situent au niveau des mauvaises pratiques peu après l'accouchement de la femme. Le problème est complexe. Souvent, dès après l'accouchement, la femme, surtout chez les prémices, elles ne savent pas comment faire. Si on ne fait pas la mise au sein et la maman pense qu'elle n'a pas le lait. Finalement, elle a souvent l'engorgement, c'est-à-dire les seins sont remplis, elle fait la fièvre, la situation se complique. L'enfant qui a bénéficié d'une autre alimentation, de l'eau chaude, elle a pris du quinqueliba, mauvaise coïncidence, l'enfant a été par la non. D'où le conseil des spécialistes aux nouvelles mamans de donner le sein à l'enfant tout de suite après l'accouchement, car plus bébé tète et plus le lait vient. Suite de ce journal, direction le pays profond et plus précisément Kamsar, où l'accès à l'eau potable reste un problème qui se pose avec acuité. Les habitants des zones périphériques de la cité industrielle sont confrontés au manque d'eau, une situation qui favorise la prolifération des maladies hydriques par le fait de la consommation des eaux de puits et autres forages mal entretenus. C'est un reportage de Mamadi Kamsoko. Depuis 1963, Kamsar, sous-préfecture située à plus de 300 km de la capitale Conakry, abrite la plus importante société minière du pays, la compagnie des bauxites de Guinée CBG. Une cohabitation qui a connu ses plus beaux temps sous la Première République. Mais avec l'extension de l'agglomération d'année en année et la poussée démographique, la société qui faisait face à de nombreux problèmes sociaux n'arrive plus à couvrir toute la localité. Cette barrière est désormais la limite des 2 univers à Kamsar. D'un côté, Kamsar cité et de l'autre, Kamsar centre ou village. Le second semble le plus défavorisé en matière d'accès à l'eau potable. Il y a une petite partie de la ville qui a l'eau, mais la grande partie n'en a pas. Mais j'ai dit à la CBG de nous aider à donner de l'eau potable à la population de Kamsar, parce que les tuyaux sont installés il y a très longtemps. Au village, à peu près 60% de la population utilise l'eau de pluie.
Ce n'est que certaines familles, les familles aisées qui ont les moyens de pouvoir faire entrer de l'eau de pompe chez elles. C'est ces familles-là dans lesquelles vous allez trouver l'eau de pompe. Donc couramment, c'est l'eau de pluie qui est utilisée. La compagnie des bauxites de Guinée produit près de 19 millions de tonnes de bauxite par an. L'impact négatif des produits chimiques utilisés sur la qualité de l'eau n'est signalé nulle part, peut-être par manque d'information ou de rétention d'informations. À Kamsar Village, une seule préoccupation s'est exprimée, le difficile accès à l'eau en dépit des forages aménagés. Le peu que nous avons a fait au moins 20 ans. À l'hivernage, nous pouvons nous procurer d'une quantité appréciable d'eau, mais pendant la saison sèche, il se tarit et la couleur devient rouge. Parallèlement, les eaux provenant des forages sont difficiles à avoir. Nous n'avons pas de forage aménagé chez nous. C'est grâce au puits qu'on nous approvisionne. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous aident. Même si les forages sont parfois présents dans notre quartier, il manque d'eau. L'alternative trouvée afin d'éviter une rupture d'eau dans les foyers est la conservation dans des bassins fûts bidons ainsi que le recours aux puits artisanaux. À ce niveau apparaît le problème d'hygiène et les premières conséquences sont l'afflux massif dans les centres de santé à cause des maladies hydriques et les 198 cas de choléra enregistrés entre avril et décembre de l'année écoulée sont présents dans les esprits. Et nous avons deux catégories de maladies diarrhéiques, nous les classons en deux catégories. Les diarrhées sanglantes, les diarrhées dans lesquelles on retrouve le sang, et les diarrhées non sanglantes. De juillet à date, nous avons pu gérer 911 cas de diarrhées non sanglantes. Kassapo a géré une bonne partie de l'épidémie de choléra pendant la période passée, c'est-à-dire l'année passée. Donc le premier cas était survenu en avril 2012. Du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, nous avons pu gérer 198 cas de choléra. Pendant ce temps, les médecins s'activent dans une campagne de sensibilisation sur l'utilisation du purifiant par les populations afin de désinfecter les eaux avant toute consommation. Du coup, un produit qui serait beaucoup prisé par la population est déconseillé par les médecins. C'est l'hypochlorite de calcium que d'autres personnes utilisent pour désinfecter le puits. Ce n'est pas le centre de santé qui leur donne. Ils achètent eux-mêmes et d'abord la conservation. C'est pas bien conservé au marché. Donc les gens vont s'approvisionner au marché, ils viennent dire que c'est efficace, ils utilisent. Et c'est ce qui leur met d'ailleurs en danger. Avec 365 800 habitants, Kamsar se présente comme la plus grande sous-préfecture de Guinée. L'exploitation de la bauxite dans cette localité depuis 50 ans n'a pas encore permis de résoudre l'épineux problème d'accès à l'eau potable. Pays profond toujours, eh bien, restons-y, impliquer davantage les populations et les autorités de la Moyenne-Guinée dans le processus de réconciliation nationale et du développement socio-économique du pays. Telle était la toile de fond de la récente tournée de la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger dans la préfecture de Koubia. Rougui Bari a visité plusieurs sous-préfectures de cette localité avec un seul message, le développement intégré des zones rurales et la réconciliation nationale. Reportage Fanny Guilavogui. La caravane de la réconciliation nationale et du développement intégré du Fouta Djallon, dirigée par Rougui Bari, a été accueillie dans une ambiance bon enfant dans la sous-préfecture de Missira puis à Koubia. Poignée de main par-ci, manifestation culturelle par-là, les populations de la Moyenne-Guinée semblent favorables à la réconciliation nationale. Elles ont en outre plaidé pour le désenclavement de leur localité et le soutien aux activités villageoises. La relance des travaux de réhabilitation de la villa des hôtes et de la résidence. La construction du camp de la compagnie d'infanterie à Koubia. Le reprofilage de nos pistes, Pilimini-Tunturou, en passant par Setrambi et Djogoma. Le désenclavement de nos localités en réseau de communication, téléphone et télévision, surtout à Nyakaya. Un appui aux activités génératrices de revenus des jeunes. Ces problèmes pourraient très bientôt être de vieux souvenirs pour les populations du Fouta, car Rougui Bari vient de concevoir un projet gigantesque pour les zones rurales. Dans la préfecture de Koubia, nous avons le fonio, l'oignon, la pomme de terre, mangue, arachide, orange, haricot, riz, taro, néré, kenkeliba pour infusion. Et là aussi, l'horticulture. Pas de repos pour Rougui Bari au cours de cette tournée. Après Missira, elle s'est fait ovationner par les populations de Pilimini.
Ces populations se sont dans la foulée engagées à la soutenir dans son combat pour une véritable réconciliation en Moyenne-Guinée. L'État ne peut pas vous assurer tout, mais vous pouvez créer des emplois, avoir des projets et chercher des appuis autour de cela. Et pour avoir les appuis, il faudrait que vos documents soient validés et que cela soit transcrit auprès des institutions pour que vous puissiez avoir les financements qu'il faut. Le phénomène politique, changement, démocratie vous a dévisé, que chacun se tienne la main pour montrer que nous sommes des frères. La Guinée est une famille. À Pélémini, la ministre a touché du doigt les difficultés des coopératives féminines, des prières et bénédictions pour l'entente et la paix en Guinée. Il y en a eu à Bassara, à Madina Niaou chez les Walioud et les chefs du Fouta théocratique. La caravane de la réconciliation nationale a clos sa tournée de Koubia à Souma, un village d'Alonké favorable aux actions du gouvernement. C'est avec un moral gonflé à bloc que Rougui-Bari et les populations de Koubia se sont quittés. Et oui, Rougui-Bari, un messager de paix en Moyenne-Guinée. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Bonsoir.